Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Quelle sera la nouvelle formule du bac en 2021 ? Comment se prépare-t-on au vice-rectorat pour appliquer la réforme voulue par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale ? Les précisions dans un instant. Quelle politique pour lutter contre la pauvreté ? Un dossier que nous aborderons à l'occasion de la visite à Mayotte d'Olivier Noblecourt. Notre invité ce soir, par ailleurs, délégué interministériel chargé de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. Et enfin, on parlera de la course de pneus, course bien de chez nous qui, pour l'édition 2019, débute dès samedi prochain à Pamandzi avec près de 1500 jeunes issus de 5 communes. Une première présélection pour participer à la grande course qui a lieu au mois de juin prochain. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Que l'on suive un cursus général, technologique ou professionnel en 2021. Le bac tel qu'on le connaît ne sera plus le même. En effet, la réforme lancée par le ministère de l'Éducation nationale modifie en profondeur l'organisation de l'enseignement. À 2 ans de l'échéance, établissements et académies surtout se préparent. Alors comment cela va-t-il se passer chez nous à Mayotte ? Voyons cela avec René Latas-Stéphare aussi. C'est une véritable révolution qui s'annonce à Mayotte comme ailleurs en France. Les filières habituelles d'enseignement évoluent en parcours. Au final, il n'y aura plus des bacs, mais un bac. C'est une vraie révolution où on transforme en même temps les 3 voies, la voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle, et en même temps une révolution sur le ministère du Travail avec l'apprentissage. Donc oui, il y a vraiment de gros bouleversements là. La proximité nous a permis de travailler en collaboration. Les inspecteurs du second degré ont pu travailler avec les services académiques, ont pu travailler avec les chefs d'établissement. Ils ont travaillé sur l'élaboration de la carte des formations, des outils communs pour présenter les réformes. Un gros travail de préparation avec des réunions avec les chefs d'établissement, les profs de collège et lycée, les parents d'élèves et même des élèves. L'objectif est d'être prêt dès la rentrée 2019, avec de nouvelles grilles, de nouveaux programmes et de nouvelles modalités. Ce qui change profondément, c'est peut-être la suppression des filières. Précédemment, pour la partie générale et technologique, on avait la filière L, la filière S, la filière ES. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce qui se profile dès la rentrée prochaine, et puis évidemment pour le bac 2021, c'est la suppression de ces filières-là. Et c'est l'idée de libre choix du parcours du jeune avec le choix des enseignements de spécialité, puisque la réforme, elle implique la création de 12 enseignements de spécialité, 7 à 8 ou 9 par établissement, et puis ensuite par bassin. En professionnel, les changements s'annoncent aussi marquants. La philosophie, ça a été de valoriser d'abord l'enseignement professionnel, donc essayer de valoriser et de faire découvrir, rendre l'attractivité un petit peu à cette voie. Donc d'abord par la création de familles de métiers pour avoir une orientation un petit peu plus choisie, un peu plus claire. Sur l'allègement aussi d'une partie de la grille horaire pour que les élèves puissent un petit peu travailler un allègement horaire mais avec des effectifs réduits un peu plus nombreux. Parallèlement, certains cours se feront à 2 profs et les élèves travailleront sur un projet chef-d'œuvre sur plusieurs années. En fin de parcours, un bac renouvelé, mais ce sera pour 2021. On va garder la partie contrôle continu qui existe déjà dans la voie professionnelle, mais qui n'existait pas de cette manière-là dans la partie générale et technologique. Et puis ensuite, les épreuves terminales seront au nombre de 4 par rapport à aujourd'hui, on est entre 12 et 16 en fonction des filières. Elles seront au nombre de 4, elles vont intégrer les enseignements de spécialité, la philosophie et puis un grand oral. Adéquation entre le contrôle continu et l'épreuve et les contrôles terminales, donc 40% pour le contrôle continu en cours de formation, on va le dire comme ça, et puis 60% pour les notes en épreuve terminale. Des bouleversements pour, au final, former des élèves qui auront la tête bien pleine et la tête bien faite. Direction le lycée Mamoudzou Nord où s'est ouverte ce matin la conférence régionale sur la stratégie de lutte contre la pauvreté en présence d'Olivier Noblecourt, délégué interministériel en charge justement de la prévention et de la lutte contre la pauvreté. Conférence à laquelle ont assisté également les parlementaires. Henriette Bonaïssa Aldalidi. 84% de la population du territoire vit en dessous du seuil de la pauvreté. Et la question est comment y remédier. Pour le préfet, la lutte contre la pauvreté est un sujet majeur et elle irrigue toute la politique mise en œuvre sur le département. Aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est aussi surtout une question de méthode. C'est comment faire en sorte
de travailler sur l'ensemble de ces sujets pour qu'à la fin, ça profite à ceux qui sont les plus pauvres dans la population. C'est une question de méthode, c'est une question de savoir comment on va mieux travailler ensemble, État, collectivités territoriales, associations, sur les politiques de lutte contre la pauvreté. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des avancées. Aujourd'hui, il faut penser à toutes les catégories de personnes. On a oublié une partie de la population. Tout à l'heure, le député Mansour Kamad a effleuré le sujet concernant les retraités. Parce que beaucoup de personnes qui ont travaillé pendant une quarantaine d'années et qu'à la fin, quand ils vont partir à la retraite, ils se retrouvent avec 200 € et 300 € comme pension. Ces gens-là se paupérisent alors qu'ils gagnaient quand même aisément leur vie. À la retraite, ils se paupérisent. Il faut régler rapidement le problème des retraites, martèle le sénateur Hassani Abdallah, qui ajoute que pour la paupérisation ne touche pas que la population mahoraise. Il faut plancher sur la population étrangère présente sur le territoire et qu'on ne connaît pas parce que pas recensée. Qu'on accentue cette lutte contre l'immigration clandestine. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et nous avons mis en place des mesures pour cette lutte contre l'immigration clandestine parce que c'est un sujet central ici pour Mayotte. Ce qu'on a fait pendant longtemps ici sur un territoire où les changements sont rapides, qu'il s'agisse des changements des hommes, qu'il s'agisse des changements en termes de moyens alloués, qu'il s'agisse des changements en termes de besoins. Ici, on inscrit cette dynamique dans le temps. On a mis en place la manière d'aborder ces sujets, mais aussi on met des unités de mesure pour savoir quel est l'effort à faire, quel est l'effort à atteindre et quels sont les acteurs qui vont porter ces politiques publiques. Beaucoup a été fait en la matière, mais sans suffisamment de coordination. L'État va signer une convention avec le conseil départemental pour que tous puissent se mobiliser dans cette lutte afin de donner de la visibilité dans les années à venir. Et hier, à son arrivée sur le territoire, Olivier Noblecourt s'est rendu à Kaweni à la rencontre d'associations qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de précarité. Le cas d'Action Coup de pouce qui, depuis 5 ans, tente d'exister malgré ses faibles moyens. Hachim Seydachim, Ibrahim Dogo. Coup de pouce est une jeune association éducative. Elle est située au cœur d'un quartier populaire. Dans ses locaux, elle accueille tous les publics, des jeunes moins de 10 ans déscolarisés et d'autres âgés de 14 à 30 ans. Des jeunes sans qualification en quête d'un projet de vie professionnel. Enfin, les seniors, moins nombreux, mais ils viennent fréquemment solliciter une aide financière ou matérielle. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il se trouve que la jeunesse se trouve en moyenne 16 à 25 ans dans les ruelles sans activité. Donc c'est un grand signe de pauvreté pour nous. Ici, l'association assure des cours de soutien à des enfants déscolarisés et fonctionne comme un centre d'information et d'orientation. On les oriente vers le pôle emploi, on fait surtout de l'orientation vers des centres de formation où on peut prendre des rendez-vous directement avec eux et on les aide à réaliser leur CV, leur lettre de motivation et on peut les amener aussi à faire des stages de découverte avec les entreprises de quartier, même d'autres entreprises qui sont ailleurs. Dans ce local, un seul ordinateur public fonctionne. L'insuffisance de matériel d'accès à Internet désavantage la jeune population. L'association est très sollicitée. Depuis 5 ans, elle vit de dotations, mais rarement de subventions. Et lorsqu'elles arrivent, elles ne sont jamais à la hauteur des besoins. Ceux qui acceptent de nous donner, des fois, ils nous donnent la moitié de ce qu'on demande. Et si on fait une demande de subvention pour un telle action et un tel budget, c'est parce qu'on sait que cette action nécessite ce budget-là. Et des fois, on est amené même à modifier le budget de l'action qu'on va faire. Un système compliqué laissant croire que les projets d'accompagnement sont financés à 100%. Active depuis 5 ans, cette structure se bat pour exister tout en luttant pour sortir des centaines de personnes de la précarité. Chaque année, elles sont plus de 2000 à venir chercher un soutien dans cette association.
Et je vous le disais, le délégué interministériel est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous repartez déjà demain, vous enchaînez depuis hier les rencontres, notamment avec cette association que nous venons de voir à l'instant. Concrètement, en venant voir la situation de plus près, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il y a un travail impressionnant à accomplir. On se dit qu'on est au début d'une entreprise collective qui a déjà mobilisé plus de 150 acteurs de terrain. On les a rassemblés ce matin et que nous avons plusieurs années pour apporter des réponses très concrètes aux différentes formes de pauvreté que vit le territoire de Mayotte, que subissent les Mahorais, et pour lesquels on a le sentiment aujourd'hui que beaucoup de politiques publiques sont devenues impuissantes, que finalement les discours se succèdent et que rien ne change dans la vraie vie. Justement, vous n'êtes pas sans savoir que Mayotte est le département le plus pauvre de France et on voit que pour la santé, l'éducation ou encore les infrastructures, l'État donne moins par habitant que pour un citoyen de l'Hexagone. Partant de ce constat, on peut se demander si l'État veut vraiment lutter contre la pauvreté à Mayotte et de Mayotte. Écoutez, non seulement l'État veut le faire, mais l'État s'en donne les moyens. Il y a déjà un plan d'action pour Mayotte qui a été défini par la ministre. Il y a des éléments de rattrapage, en effet, pour le développement de Mayotte qui sont considérables et qui vont mobiliser des moyens d'État majeurs dans les toutes prochaines années. Vous savez que tout ça ne se décrète pas et ne se fait pas d'un claquement de doigts, ni d'un ministre, ni d'un délégué interministériel. D'un retard très important. Et donc, ça nécessite d'avoir de la robustesse et des politiques sur le long terme. Et des politiques concrètes aussi, où, en effet, les Mahorais puissent voir immédiatement les changements. Il y a eu des évolutions importantes dans le champ scolaire. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a des évolutions dans les mobilités, il y a des projets importants, il y a des évolutions dans l'habitat. Il faut que sur la lutte contre la pauvreté, sur des grandes priorités, l'accès à l'alimentation, il y a encore des difficultés considérables, l'accès aux soins, bien évidemment, l'accompagnement des jeunes. On vient de voir une association aujourd'hui, on voit la précarité, la fragilité de ces associations, le soutien à la parentalité, toutes ces jeunes mamans aujourd'hui qui se trouvent en difficulté, et puis le soutien à toute cette jeunesse mahoraise, toute cette jeunesse de Mayotte, qui est finalement le plus beau motif d'espoir pour le territoire, et nous allons concentrer les moyens en sa direction. On parle souvent de rattrapage à Mayotte. Les Mahorais en ont assez d'entendre ce mot. Quand est-ce qu'on sera au même niveau que les autres finalement? On fait tout Parce que pendant qu'on rattrape, les autres avancent, on est d'accord? On fait tout pour qu'aujourd'hui les priorités de l'État répondent aux besoins des Mahorais. C'est pour ça que c'est avec les Mahorais et par les Mahorais que nous définissons aujourd'hui les moyens de lutter efficacement contre la pauvreté. C'est pas moi, même si je viens écouter, vous savez, moi je suis partout, sur tous les territoires de la République, en permanence, et je reviendrai, et vous allez me voir toutes ces prochaines années, à intervalles réguliers, pour suivre l'avancement de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Je viens aujourd'hui avec des moyens, avec une méthode qui associe l'ensemble des acteurs, qui propose un cadre d'engagement au département. La collectivité va s'engager, des moyens vont être additionnés à ceux qui préexistaient, et des moyens nouveaux pour les acteurs associatifs, pour l'ensemble des acteurs de solidarité sur Mayotte, arrivent avec une méthode où ce sont eux qui vont définir, sous l'autorité de Monsieur le Préfet, les priorités. Donc on est dans une nouvelle façon de faire de la politique sociale. On fait un pas de côté, on change les pratiques, on part du terrain, on part des besoins et on se donne une méthode réellement ancrée dans le quotidien des Mahorais. Je crois que c'est comme ça qu'on sera efficace. En parlant du quotidien des Mahorais, ce n'est un secret pour personne. À Mayotte, comme en Guyane, l'immigration clandestine a des conséquences sur toutes les politiques publiques. Et le préfet a dit tout à l'heure, on l'a entendu, que l'objectif était de travailler sur l'ensemble des sujets pour que ça profite aux plus pauvres. Et parmi ces plus pauvres, évidemment, on a ce constat, il y a les clandestins. Est-ce que ce n'est pas quelque part faire un appel d'air, leur dire venez à Mayotte, on va vous aider parce qu'on met des politiques en place pour vous, les plus pauvres? La politique de l'État, elle est extrêmement claire. C'est de garantir la stabilité autant que possible de Mayotte et donc d'avoir une lutte très claire contre l'immigration clandestine, parce que c'est en effet cette pente-là qui crée sur le territoire ce sentiment que j'ai entendu dans la bouche de beaucoup d'acteurs, qu'on est finalement toujours sur un horizon insaisissable. C'était la formule très heureuse d'un interlocuteur ce matin qui disait mais finalement dans les politiques publiques à chaque fois on fait des plans, on a l'impression qu'on va y arriver et puis toujours les réalités nous rattrapent. Oui, parce que tous les jours il y a des Kwassa qui arrivent sur nos côtes. Il y a besoin de cette stabilité, donc en effet de cette lutte contre l'immigration clandestine, il y a besoin de sécurité et on a pu observer sur le territoire que les choses se sont améliorées ces derniers mois. Les chiffres nous le disent, mais ce n'est pas le sentiment que les Mahorais. Écoutez, moi j'ai rencontré des acteurs et je n'ai pas vu tout le monde, je n'ai pas la vérité, ce serait ridicule de le prétendre, mais c'est ce que m'ont dit tous les acteurs. J'étais à l'abattoir, j'étais à Kaweni, j'étais à la vigie encore il y a quelques minutes avant de vous rejoindre et ce que je constate c'est tout de même des acteurs qui font état d'un certain nombre de progrès. Après il y a des dimensions humanitaires, il y a des dimensions sociales où on ne peut pas en effet ignorer une partie de la jeunesse présente aujourd'hui sur le territoire et donc nous devons apporter des réponses adaptées. Mais la première réponse c'est celle d'offrir un avenir aux Mahorais et à tous ceux qui
sur le territoire aujourd'hui vont construire le Mayotte de demain. Ça suppose qu'on investisse massivement, et nous allons le faire, dans l'éducation, dans la politique d'accueil du jeune enfant, dans les politiques de soutien aux jeunes, notamment à l'accès à la formation des jeunes, soutien à la parentalité. Tout ça, c'est très concret, c'est des équipements supplémentaires sur le territoire, c'est des moyens supplémentaires pour les éducateurs, pour les associations. C'est enrichir un tissu associatif qui est très riche, mais plein d'initiatives, mais très fragile aujourd'hui. Alors s'agissant un mot maintenant sur la retraite, les retraités à Mayotte, est-ce que vraiment on peut dire que leur problématique peut être résolue? Parce que pour plein de seniors aujourd'hui qui sont à la retraite, en tout cas à Mayotte, ils ont une très très faible pension de retraite, parce qu'à l'époque, quand ils ont commencé à travailler, il y a 30 ans, 40 ans, la caisse de retraite n'existait pas, donc ils ne pouvaient pas cotiser. Donc est-ce que là-dessus, on peut dire que leur problématique sera résolue dans les prochaines années, ou c'est aussi c'est évidemment un point qu'il faut travailler sur deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est la convergence sur les droits sociaux, et on sait qu'il y a un calendrier. Donc ce calendrier, il est aussi à la main du Parlement. Il va forcément être réinterrogé dans les années qui viennent. Mais là, il y a un cadre qui a été rappelé par la ministre il y a un an, donc nous nous y tenons. Mais il y a un autre enjeu, c'est celui de l'accès aux droits. Parce qu'en effet, beaucoup de personnes ne connaissent pas les droits auxquels ils peuvent prétendre, notamment sur le minimum vieillesse. Mais ça va arriver, et donc on va avoir cette convergence de droits qui va créer cette possibilité. Et après, ces revalorisations sur le minimum vieillesse. Il ne peut pas y avoir de solidarité nationale de ce côté-là? Il va y avoir une solidarité nationale. On nous demande la solidarité nationale pour les impôts, parce qu'on paye les impôts ici. Elle va évidemment arriver, y compris pour les retraités, y compris pour le minimum vieillesse. Et dans cette convergence-là, il faudra faire en sorte que ceux qui peuvent bénéficier de ces droits les connaissent. J'ai travaillé hier avec le CCAS de l'abattoir, qui s'intéresse aux cocos, aux personnes âgées isolées. Et nous allons renforcer autant que possible, pour les CCAS qui veulent s'engager, j'espère que ce sera la majorité, les moyens. Merci beaucoup Olivier Noblecourt d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous reviendrez bientôt sur Mayotte, et nous serons là pour vérifier tout ce que vous avez dit ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Direction la Grande Comore à présent. Dimanche, les Comoriens, Anjouanais et Moéliens sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Une élection suivie de près pour nous par Misbahoudine Bakar, que nous retrouvons en direct de Moroni, la capitale. Bonsoir Misbah. Alors pour dimanche, il s'agit bien d'une élection anticipée. Oui, bonsoir Génial. La dernière élection présidentielle aux Comores a eu lieu en 2016 et dans une logique quinquennale, les électeurs comoriens devraient choisir le président qu'en 2021, mais la constitution a été changée en juillet dernier suite à un référendum qui a été dans un premier temps contesté puis boycotté par l'opposition. Le scrutin est donc avancé, les compteurs ont été remis à zéro. La tournante commencera ici à la Grande Comore pour un mandat de 5 ans renouvelable. Alors Azali Assoumani, le sortant, est candidat à sa propre succession. Est-il le favori ? Il est également le favori. Il y a 13 candidats avec comme principal favori le sortant, bien sûr, Azali Assoumani. Mais en l'absence de tout sondage, la popularité se jauge dans les meetings et dans les opérations de communication. On voit donc apparaître des noms comme Ahmada Mahamoudou, qui est avocat, qui est le candidat du parti Joie, Saïd Mohamed Ahmed, un jeune professeur de physique-chimie, et Swalihi Mohamed alias Campagnard. Il faut également noter que la candidature des principaux opposants les plus influents ont été rejetées sous des prétextes divers. Et certains qualifient ce scrutin d'un hold-up électoral dont le résultat est connu d'avance. Merci beaucoup Misbahoudine Bakar pour toutes ces précisions. Misbahoudine Bakar était devant la caméra de Daniel Abdou. À Mayotte, je vous le disais en titre, l'édition 2019 de la course de pneus est lancée. Présentation faite ce matin dans les locaux de l'UFOLEP à Mamoudzou. Coup d'envoi prévu samedi prochain à Pamandi. Les précisions de René Latta, Stéphane Roussini. La saison des courses de pneus s'annonce. Une 36e édition, mais la 5e en intercommunal. Et une édition 2019 dans la continuité. Une continuité. Donc cette année, nous avons encore 1500 enfants qui vont courir sur tout le championnat. Le championnat est composé de 5 courses et la première course aura lieu le 23 mars, dès samedi, en Petite Terre. 300 enfants qui vont courir en Petite Terre, 150 garçons, 150 filles. Et les 20 premiers garçons et les 20 premières filles seront qualifiés pour la course de Mamoudzou qui aura lieu fin juin. Ce matin, les 5 communes, Tsamboro, Sada, Pamanzi, Iloni, Bambo-Est,
étaient représentés pour la présentation de ce qui est devenu non seulement un rendez-vous sportif, mais d'abord un événement culturel. La course des pneus, pour moi, c'est ce qui nous identifie, nous les Mahorais, puisqu'on a tout le temps fait ça. Tout le monde a du moins fait ça au moins une fois dans sa vie. Et aujourd'hui, le fait d'avoir réussi à le mettre dans un championnat et de le valoriser comme ça, je pense que ça nous met en valeur quelque part, puisque ça permet à nos enfants, à travers une action sportive, de se retrouver, de passer un moment ensemble et pourquoi pas de se juger, de faire une petite compète, même si on ne peut pas dire que c'est complètement une compétition, mais ça leur permet en tout cas de se valoriser et notamment de valoriser Mayotte, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on en parle partout. Succès populaire garanti, première course à 15h à Pamandzi, samedi. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. On rappelle avant de nous quitter qu'en 2021, plus de 4300 élèves passeront à Mayotte le bac nouvelle version, qu'ils viennent d'une filière générale, technologique ou professionnelle. Alors bien sûr, tout cela se met en place déjà au vice-rectorat. Nous avons rencontré ce matin les chevilles ouvrières en charge de la mise en place de la réforme portée par Jean-Michel Blanquer. Dans un instant, Papino Zaidani pour le journal en Morée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à demain.